Tout le monde sait comment l'Afrique est remplie de sites merveilleux, de faune, de culture et de peuples. Mais vous n'avez probablement jamais vu certains de leurs moyens de transport les plus fous et les plus étranges. Découvrons ensemble comment les Africains se déplacent de la manière la moins conventionnelle. Le tout dernier va vraiment vous choquer, mais avant d'en arriver là, ce tout premier moyen de transport et le nom qu'il porte va sûrement vous surprendre. Le Molué. On dit souvent que si vous n'êtes pas monté dans un Molué dans la ville de Lagos, alors vous n'avez pas pleinement vécu l'excitation de la ville. Le MAR est un bus de banlieue construit localement, facile à reconnaître par sa couleur jaune vif, tout comme tous les autres bus publics de la ville de Lagos. Le nom Molué trouve en fait ses racines dans la langue Yoruba, signifiant remodeler ou réutiliser. Cela a du sens quand on considère comment ces bus ont été remodelés à partir de leur conception originale pour répondre aux besoins des navetteurs locaux. Ce qui rend les mets particulièrement intéressants, c'est qu'ils sont en réalité basés sur les camions à plateau Mercedes-Benz 911. Les fabricants locaux ont simplement pris ces camions et les ont transformés en ajoutant des sièges pour passagers fabriqués sur mesure. Les mets sont largement connus pour être un moyen bon marché et abordable de se déplacer dans la ville. Et à une époque, c'était le seul moyen pour le trajet quotidien des gens allant du continent à l'île à Lagos. Cependant, ils sont souvent bondés parce qu'ils sont utilisés par tout le monde. Des étudiants se rendant à l'école, aux travailleurs allant à leur emploi. Vous ne pouvez simplement pas décrire l'agitation quotidienne de la vie à Lagos sans mentionner un Molué. Ne parlons même pas de monter dans un Molué pendant l'heure de pointe, ce n'est définitivement pas pour les âmes sensibles. En fait, on peut le décrire comme l'une des expériences les plus folles que vous pourriez rencontrer jour après jour. Imaginez le bus qui arrive au milieu de centaines de passagers, et alors le chaos commence. Il y a une ruée folle pour entrer dans le Molué. Et croyez-moi, ce n'est pas pour les polis ou les timides. Dans ce moment de bousculade, vous verrez des gens pousser et se bousculer alors qu'ils essaient de sécuriser une place à l'intérieur. Peu importe que vous soyez un homme, une femme ou un enfant, tout le monde est dans une course pour entrer avant que ça ne soit plein, parce qu'il faut un moment avant qu'un autre n'arrive. Au moment où les quelques chanceux qui réussissent à entrer sont enfin installés, c'est comme si rien ne s'était jamais passé. Puis le bus commence à bouger, et tout le monde se concentre sur le trajet à venir. Bien que les mets aient été remplacés au fil des ans par des moyens de transport plus décents et pratiques, on peut encore les voir dans certaines zones spécifiques de Lagos. Bien que les mets soient connus pour être assez lents et branlants, ce prochain véhicule n'a rien à voir avec ça. Les taxis à énergie solaire. C'est assez inquiétant qu'environ 80% des véhicules sur les routes soient des importations d'occasion. Beaucoup de ces véhicules sont vieux, et en roulant sur les routes, ils émettent des nuages de fumée noire épaisse. Les locaux étaient généralement dérangés par le bruit et la pollution, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose qu'ils pouvaient faire à ce sujet. Et honnêtement, ces choses faisaient plus de mal que de bien, contribuant à la pollution de l'air et à la dégradation de l'environnement. Cependant, ces taxis sont venus sauver la situation, parce qu'avec eux, le transport ne pourrait pas être plus fluide. Nous avons entendu parler de cuiseurs solaires et de séchoirs solaires, mais à quel point les voitures à énergie solaire sont-elles géniales? Ces taxis à énergie solaire sont en fait aussi cool qu'ils en ont l'air. Ils sont modernes, ils sont abordables, et surtout, ils sont incroyablement silencieux comparés à leurs homologues. Les petites voitures, longues de 2,68 mètres et hautes de 2 mètres, sont couvertes de panneaux solaires, chacune équipée de 6 batteries de 12 volts, donnant au véhicule une autonomie de 87 mètres. Après être revenu d'une visite en Chine, où il a beaucoup appris sur les véhicules à énergie solaire, un homme nommé Mark Toby, qui est un promoteur passionné des produits solaires, ne pouvait pas attendre de partager ses idées brillantes. Et maintenant, le reste appartient à l'histoire. Les habitants de la Côte d'Ivoire profitent maintenant de trajets fluides et sans accroc, surtout dans les zones urbaines. Et ces choses peuvent transporter n'importe quoi. Des gens, des marchandises, et même de la nourriture. Il a un pare-choc pour supporter des objets lourds, tout comme une voiture ordinaire. Maintenant, depuis l'introduction de ces véhicules, les communautés ont adopté ce changement, et beaucoup ont jeté leurs vieilles voitures et bus branlants. Imaginez parcourir les magnifiques rues de Jacquesville dans l'un de ces taxis écologiques élégants. Une autre grande chose à leur sujet est qu'ils viennent en différentes couleurs et se fondent dans la belle atmosphère de la ville. De plus, en s'appuyant sur l'énergie du soleil, ces taxis sont une alternative qui peut affronter et probablement même vaincre le problème de pollution qui plague de nombreuses zones urbaines.
Et les résidents ne sont pas les seuls à aimer rouler dans ces voitures. Les touristes les adorent aussi. Alors, si vous visitez la Côte d'Ivoire prochainement, assurez-vous de chercher ces véhicules. Des véhicules qui aiment le soleil. Le tuk-tuk. L'Afrique du Sud a certains des moyens de transport les plus efficaces mais palpitants d'Afrique, et le tuk-tuk est en haut de cette liste. Si vous cherchez un moyen inhabituel, mais amusant d'aller n'importe où en Afrique du Sud, ce que vous cherchez est le tuk-tuk. Bien qu'on l'appelle par différents noms dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, l'expérience est exactement la même. En Tanzanie, on l'appelle bajaji, au Soudan, on l'appelle raka, au Nigeria, on l'appelle keki, tandis qu'en Afrique de l'Est, on l'appelle boda boda. Il n'y a presque aucun pays africain où ces rickshaws automatisés ne peuvent pas être trouvés. Bien qu'ils aient d'abord été utilisés dans des pays comme l'Inde et la Thaïlande, je suppose que les Africains ne voulaient pas rater cette expérience non plus. Leur corps sans fenêtre et leurs petits auvents donnent aux passagers une balade en plein air qui est juste parfaite pour de courts trajets autour des villes et même de certaines cités. Vous les verrez bourdonner autour des points chauds comme Sandton, Rosebank et Melville à Joburg. Et en bas à Cape Town, ils sont aussi partout, au Togo, au Ghana et au Nigeria. Ils ont l'air petits et compacts, mais ils sont en fait assez confortables. Un tuk-tuk peut accueillir confortablement jusqu'à 3 passagers sur le siège arrière, et parfois, le conducteur peut aussi faire de la place pour un de plus juste à côté de lui. Il y a aussi un petit espace derrière le siège arrière laissé pour les bagages. Donc vous pouvez y jeter un sac à dos, des sacs de course, ou peut-être même une petite valise si vous vous dirigez vers une destination proche. Les fenêtres ouvertes ne sont pas un désavantage cependant, car la plupart des tuk-tuk viennent avec un matériau épais des deux côtés qui agit comme un rideau et une protection quand il pleut ou qu'il fait extrêmement chaud. De plus, ces tuk-tuk attirent toutes sortes de gens. Les touristes les adorent parce qu'ils sont un moyen rapide et excitant de vivre le frisson de la ville. Les hommes d'affaires les trouvent pratiques pour se déplacer sans avoir à se soucier du coût de l'essence, tandis que les étudiants les utilisent simplement comme une option économique pour de courts trajets. Et vous voudrez peut-être vous accrocher pour le prochain, il est assez intéressant. Le pousse-pousse. Ces rickshaws, connus sous le nom de Pi, sont des véhicules simples faits de bois peints de manière colorée. Ils sont conçus pour être soit tirés par un homme à pied, soit attachés à une bicyclette à travers les rues animées de Madagascar. Croyez-le ou non, le rickshaw a en fait des racines au Japon, où le nom Jinrisha vient de 3 mots, Jin signifiant personne, Riki signifiant puissance, et Sha signifiant véhicule. Donc littéralement cela signifie le véhicule propulsé par une personne. Mais quand le pousse-pousse devait être introduit à Madagascar, il a été nommé en français, et cela se traduit en fait par pousser-pousser. Le terme est originaire d'une époque où ces rickshaws avaient le coureur positionné derrière le passager, au lieu de devant, contrairement à ce qui est plus commun aujourd'hui. Le coureur avait à peine une vue dégagée, donc il devait dépendre du passager devant lui pour naviguer. Le passager donnait alors des instructions au passager en lui demandant de pousser depuis derrière. Le pousse-pousse est un mode de transport extrêmement populaire, souvent utilisé par les gens locaux qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir une voiture ou une moto, et donc c'est plus facile, moins cher et plus pratique pour se déplacer dans la ville et faire les courses quotidiennes sans les coûts élevés qui viennent avec le fait de posséder ou de faire le plein d'un véhicule motorisé. En plus du transport, le pousse-pousse est aussi très utile pour les vendeurs de rue. Ils chargent ces véhicules robustes avec leurs marchandises, qui peuvent être des produits frais, des artisanats faits main ou d'autres articles à vendre directement dans les rues de la ville. En termes de coût, le pousse-pousse est certainement le mode de transport le moins cher de Madagascar. Les locaux montent juste dedans et se déplacent en ville avec, bien que les passagers ne puissent pas transporter autant qu'ils le feraient dans un chariot ou un bus local. Il peut accueillir jusqu'à 2 personnes, et il est particulièrement intéressant pour les touristes parce qu'ils peuvent voir les sites en pleine vue. Et ne soyez pas surpris de voir un coureur de pousse-pousse pieds nus, il y a une raison à cela. Courir sans chaussures leur permet en fait de se déplacer plus vite et de rester stables sur leurs pieds sans avoir à s'inquiéter de perdre ou d'endommager leurs chaussures en chemin. Et non, ils ne se fatiguent jamais. Les coureurs sont incroyablement en forme et ont appris comment naviguer au mieux dans les rues animées de la ville rapidement et habilement. Le tchukudu. Maintenant parlons d'un moyen de transport fascinant en République démocratique du Congo, le tchukudu. C'est un véhicule en bois à 2 roues fait main utilisé pour déplacer des marchandises lourdes dans les zones locales.
et c'est différent de tout ce que vous voyez typiquement sur la route. Et ils transportent rarement des gens. Leur structure et leur design ne permettent que de transporter des objets, surtout des marchandises et des produits agricoles. Ces véhicules intéressants sont faits de matériaux solides sourcés localement, avec le cadre principal typiquement fait de bois de mumber robuste ou de bois d'eucalyptus. Il a aussi un cadre en bois angulaire qui supporte 2 petites roues. Il a des guidons pour diriger et une zone rembourrée qui donne à l'opérateur un endroit pour reposer son genou. La taille standard pour un Chukudu est d'environ 2 mètres de long et à cette taille, il peut porter une charge allant jusqu'à 1000, ce qui est en fait assez impressionnant pour une structure en bois faite main. Cependant, certaines personnes optent pour des Chukududus encore plus grands, qui sont construits pour supporter jusqu'à 800 kg de poids. Et bien sûr, conduire cette chose est aussi dur que ça en a l'air. Pour le faire avancer, l'opérateur pousse avec une jambe, presque comme si vous conduisiez un scooter. Et cela peut sembler surprenant, mais les chues sont en fait personnalisables. Par exemple, certains modèles ont un trou au milieu du pont d'assises où un bâton peut être inséré. Ce bâton aide à sécuriser le bois de chauffage et à l'empêcher de tomber pendant le transport. Pendant ce temps, certains autres Chukudu sont équipés d'un grand panier pour transporter différents types de cargaisons, surtout les plus lourdes. Pendant de nombreuses décennies, le Chukudu est devenu un incontournable pour beaucoup de gens au Congo. Et ils comptent sur lui pour transporter des marchandises sur de longues distances sans avoir besoin de carburant ou de voitures réelles. On peut dire sans risque qu'il est en fait devenu une partie de leur vie quotidienne. En fait, l'administration locale de la ville de Goma a dû ériger un monument dédié à ce véhicule. Et cela montre à quel point il a une signification culturelle pour les gens du Congo. Et juste au cas où vous seriez curieux, les petits Chukudu peuvent être construits assez rapidement en seulement environ 3 heures, tant que les matériaux et autres fournitures sont disponibles. Les plus grands, en revanche, prennent des jours à assembler. Et c'est parce que leur mécanique est un peu plus complexe que les versions plus petites. D'ailleurs, quiconque est familier avec ce véhicule peut convenir que les plus petits sont plus rapides, plus pratiques et plus efficaces. Pas de doute que le Chukudu est cool, mais ce n'est rien comparé à ce véhicule propulsé par un animal. Le chariot à âne. Eh bien, nous avons vu des chariots à cheval dans le monde occidental, mais les chariots à âne sont plus populaires dans les pays africains comme une forme pratique de transport. Ils sont utilisés dans des pays comme la Namibie, l'Afrique du Sud et la Somalie, et ils jouent un rôle extrêmement important dans le déplacement des gens, des marchandises et même de l'eau d'un endroit à un autre. Ces chariots ont été faits spécialement pour se déplacer dans les zones rurales sans tomber en morceaux. Donc, s'il y a une route que les véhicules modernes ne peuvent pas emprunter, faites confiance à ces ânes pour tenir bon. Dans certaines parties de l'Afrique, cependant, ces chariots sont décorés par leurs propriétaires. Certains sont peints et d'autres sont uniques peints ou étiquetés avec des noms de voitures populaires. Ce qui est assez hilarant si vous y pensez. Et selon la taille et le poids du chariot, il peut être conduit par un seul âne ou jusqu'à 5 ânes si les marchandises sont extrêmement lourdes. Dans les zones rurales, surtout celles avec des paysages vallonnés, les chariots à ânes sont indispensables. Ici, les ânes tirent souvent des traîneaux faits de branches d'arbres vraiment solides qui sont conçus pour gérer des chemins accidentés et des routes inégales. Ces traîneaux permettent de transporter des marchandises dans des zones où même une voiture pourrait avoir du mal. Dans certaines autres régions, particulièrement avec des paysages plats ou en pente, il est plus facile de naviguer. Donc, les chariots légers sont parfois tirés par un seul cheval au lieu de plusieurs ânes. Bien que les chariots à ânes fassent partie de la vie quotidienne d'un Namibien ou Sud-Africain moyen dans les parties rurales, ils sont devenus une attraction populaire pour les touristes visitant ces zones. Beaucoup de voyageurs trouvent fascinant de faire un tour dans un chariot à ânes parce que ça leur donne un goût du style de vie local. Et un certain nombre d'entre eux l'ont décrit comme une manière native mais simple de vivre. Dans des régions comme la Somalie, les ânes font plus que juste tirer le chariot. Ils servent de source de revenus et soutiennent les moyens de subsistance de nombreuses familles vulnérables. Et c'est pourquoi les propriétaires prennent extraordinairement soin des ânes, sachant que les animaux sont tout ce qu'ils ont. Avez-vous déjà entendu parler des motos africaines? Le boda boda. Un boda boda est un type de taxi-moto qui est devenu un mode de transport populaire et essentiel dans de nombreuses parties de l'Afrique, particulièrement en Ouganda et dans d'autres pays en développement. Aussi palpitants qu'ils soient, ils ne sont pas juste dans les zones rurales. On peut aussi les trouver dans les rues des villes,
aidant les gens à se déplacer d'un point à un autre en quelques minutes seulement. Les locaux utilisent principalement ces motos comme une alternative rapide et efficace aux voitures et bus à cause de leur capacité à manœuvrer sans effort dans et hors du trafic. Les conducteurs savent exactement comment contourner les rues encombrées où les voitures et bus pourraient rester coincés pendant de longues périodes. Et parce que dans les villages, le transport public est soit rare, soit inexistant, les Boa Boers les aident à aller en ville où ils peuvent accéder aux services de base et commodités. Ils vont partout, marchés, cliniques de santé, écoles et autres endroits importants qui seraient autrement difficiles ou impossibles à atteindre. Les touristes et voyageurs, d'un autre côté, adorent le Boda Boda parce que c'est un moyen rapide et pratique de voir la ville et de se déplacer entre les sites touristiques. Et le meilleur avec eux, c'est qu'ils sont hautement accessibles et vous pouvez les trouver n'importe où, disponibles et prêts à prendre des passagers. Vous pourriez soit monter dans un Boa à terre, dans des zones de stationnement désignées, ou un garage où les conducteurs sont rassemblés, soit les passagers peuvent appeler un conducteur de Boda Boa, ou même simplement en signaler un pour qu'il s'arrête quand ils en voient un passer à toute vitesse. En dehors des villes, dans les régions rurales, les Boa Boers sont souvent le seul moyen de transport fiable disponible. Pour beaucoup de familles rurales, avoir accès à un Boda Boda est inestimable, car cela leur permet de transporter des marchandises, d'obtenir de l'aide médicale quand nécessaire, ou même de rester connectés avec des amis et de la famille dans les zones proches. Cependant, comme beaucoup de formes de transport, les Boda Bodas viennent avec leurs propres défis. Une des principales préoccupations associées aux Boda Bodas est la sécurité routière, parce qu'ils sont vraiment petits et vraiment rapides. Ils sont sujets aux accidents et pourraient être difficiles à contrôler, surtout dans les zones à forte congestion de trafic ou sur de mauvaises routes. Aussi, il y a des problèmes occasionnels avec les passagers perdant des objets personnels pendant le trajet. Cela peut arriver si les objets ne sont pas bien tenus pendant le voyage ou si les sacs ne sont pas correctement attachés, car ils pourraient tomber sans avertissement. Mais si vous devez conduire un Boda Boda juste pour le frisson et le plaisir, ça vaut définitivement l'expérience. Le matatu. Au Kenya, les matatus sont une manière populaire, abordable et plutôt intéressante de voyager. Pendant des décennies, ces bus sont devenus une partie indispensable de la vie quotidienne. Et en fait, les matatus sont souvent l'option de prédilection pour les locaux et les visiteurs qui ont besoin de se déplacer efficacement. Le mot matatu vient en fait du Swahili, et il signifie littéralement trois, ce qui fait référence aux 3 pennies que les passagers payaient à l'origine quand l'industrie a commencé dans les années 70. Depuis lors, cependant, l'industrie du transport matatu a évolué, et aujourd'hui, ces minibus sont connus non seulement pour leurs tarifs bas, mais aussi pour leur design coloré et leur musique animée. L'Afrique est connue pour sa capacité à rendre n'importe quoi et tout vibrant, et les matatus ne font pas exception. Sous leur forme simple, ils viennent en minibus Nissan blanc, qui sont souvent le véhicule standard pour ce type de transport. Mais attendez de les voir après qu'ils aient été relookés. Ils sont peints et conçus avec des lumières flashy, des graffitis et d'autres formes d'art avec des couleurs attirantes. Beaucoup de matatus présentent aussi de la musique tendance qui explose des haut-parleurs. Et vous pouvez parier que les trajets dans ces choses ne sont jamais ennuyeux. Certains d'entre eux ont même des écrans LCD montés à l'intérieur, jouant des clips musicaux ou des émissions populaires. Pour le prix qu'ils offrent, toute l'expérience vaut plus que ça. Et contrairement au système de transport dans certaines autres parties du monde, il n'y a pas d'horaire fixe pour quand un matatu partira. Et les passagers doivent souvent attendre que tous les sièges soient pris avant que le voyage puisse commencer. À cause de cela, les itinéraires, les tarifs et les points de chargement et déchargement peuvent varier d'un voyage à l'autre, selon la demande des passagers. En d'autres termes, le modus operandi des matatus est assez flexible et il s'adapte juste à où les gens ont besoin d'aller et combien ils sont prêts à payer. Avant de monter, assurez-vous d'attendre que les autres passagers descendent. Vous serez aidé à trouver un siège par le contrôleur, aussi appelé le conducteur. Cependant, bien que les matatus puissent être amusants et abordables, ils viennent avec certains désavantages. D'une part, ils peuvent être bondés, surtout pendant les heures de pointe ou sur les itinéraires chargés. Les passagers sont quelque peu habitués à se retrouver serrés dans un siège, ou même debout alors que plus de gens s'entassent. Le confort n'est pas toujours garanti, et comparé à d'autres formes de transport, les matatus peuvent parfois sembler un peu à l'étroit. Et si vous allez prendre le matatu, eh bien,
L'espace personnel ne s'applique pas exactement. Les locaux, cependant, absorbent tout ça. L'expérience fait partie de leur vie quotidienne. Le makoro. Un makoro est une pirogue traditionnelle faite main qui tient une place spéciale dans la culture et la vie quotidienne des gens dans la région du delta de l'Okavango au Botswana. Ces bateaux sont utilisés pour le transport et les aventures touristiques, permettant aux voyageurs et aux locaux de découvrir les magnifiques voies navigables du delta. Le mot makoro fait spécifiquement référence aux bateaux utilisés par le peuple Bayei, dont on croit qu'ils ont migré vers la région de l'Okavango depuis l'Afrique centrale il y a environ 2000 ans. Les makoros ont un design très spécial, assez différent de celui de la pirogue ordinaire. Ce sont des pirogues longues et étroites, creusées et sculptées dans les troncs de grands arbres, comme les arbres à saucisses ou l'ébène. Au début, les makoros étaient faits en sculptant les troncs de grands arbres, avec l'arbre à saucisses et l'arbre d'ébène étant les choix habituels. Ces arbres étaient choisis à cause de leur force et durabilité. Et puis, l'artisan sculptait et creusait soigneusement le bois à la main, le transformant en une pirogue élancée et étanche, capable de transporter des passagers ou des cargaisons à travers les voies navigables du delta. Cependant, en raison des préoccupations croissantes sur la conservation et la préservation de ces arbres à croissance lente, les makoros sont maintenant plus communément faits en fibre de verre. Le meilleur moment pour embarquer pour un safari en makoro est pendant la saison des crues, qui se produit généralement entre mai et septembre. Pendant cette période, le delta de l'Okavango est transformé en un vraiment grand système de voies navigables, et les eaux de crue créent un labyrinthe intéressant de nombreux canaux d'eau. La saison des crues est aussi un moment privilégié pour les safaris, parce que les animaux et les oiseaux affluent vers le delta à la recherche d'eau, et donc il est plus facile de les repérer, alors qu'ils se déplacent à travers le paysage inondé. Pour les locaux, les makoros sont essentiels pour la pêche, parce qu'ils fournissent une plateforme stable depuis laquelle les pêcheurs peuvent lancer leurs filets ou lignes. Étonnamment, ils sont très utiles pour récolter des roseaux, un matériau important dans le delta qui est utilisé pour faire des objets comme des tapis, des paniers et des abris. Et plus important encore, les makoros ont été faits pour transporter des gens et des marchandises d'un endroit à un autre, facilitant ainsi le commerce et la communication entre différentes communautés. Pour les étrangers, ils emploient les makoros comme safari parce qu'ils permettent commodément un accès à des zones que les bateaux plus grands ne pourraient jamais atteindre, pour que les passagers puissent se rapprocher de la faune et des paysages. Donc, ils peuvent voir les magnifiques sites de la nature et de la faune, bien sûr, à une distance raisonnable. En plus de ces usages pratiques, les makoros servent aussi comme une forme de divertissement et de loisir. Comme un passe-temps populaire et traditionnel, les gens se rassemblaient pour le makoro comme une manière pour la communauté de se réunir, célébrer et montrer leurs compétences dans la manœuvre des pirogues. La calèche de Marrakech. Si vous avez déjà passé une semaine ou deux au Maroc, le mot calèche devrait vous dire quelque chose. Un calèche est un type charmant de calèche, tiré par des chevaux, qui vient avec un couvercle rétractable qui est parfait quand vous avez besoin d'un peu de soulagement du soleil lors de ces jours chauds et ensoleillés. Ces calèches élégantes sont devenues populaires au XIXe siècle en France, où elles étaient souvent utilisées pour de courts trajets, particulièrement en été. Le mot calèche est un nom féminin français qui a fait son chemin dans le vocabulaire marocain pendant la colonisation française dans les années 50. De nos jours, le mot est un terme couramment utilisé au Maroc pour désigner ce qui est plus formellement connu comme une barouche, ou simplement une calèche tirée par des chevaux. Les calèches de Marrakech ne sont pas aussi lourds qu'ils peuvent le sembler. Ce sont des calèches légères, conçues avec une structure unique et pratique. À première vue, vous remarquerez qu'ils ont de petites roues à l'avant et de plus grandes roues à l'arrière. Et à l'intérieur, il y a assez d'espace pour s'asseoir qui peut accueillir confortablement 4 à 6 passagers, ce qui les rend parfaits pour les petits groupes ou les familles qui veulent découvrir la ville ensemble. Ces calèches sont généralement tirées par 2 chevaux de taille moyenne à grande qui ont été soigneusement sélectionnés pour être de la même hauteur parce que ça donne aux calèches un look équilibré et gracieux alors qu'ils se déplacent dans les rues. Comme beaucoup d'autres parties de la culture marocaine, le terme est en fait un vestige de leur histoire coloniale qui s'est incrusté dans la langue et le mode de vie. Bien que les calèches soient grandioses et assez élaborés, ils sont utilisés principalement pour visiter la ville. Un étranger qui est venu voir des sites à Marrakech prendrait très probablement un tour en calèche pour explorer la ville.
Les tours, cependant, peuvent varier en longueur, et cela dépend de combien de temps vous voulez passer à faire du tourisme. Les passagers peuvent soit opter pour un court trajet de 20 minutes, s'ils cherchent juste une balade rapide en ville, soit se laisser aller à un voyage plus long qui peut durer jusqu'à 2 heures. Quel que soit le choix, tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir, vous détendre et profiter de l'expérience à un rythme doux. Cependant, l'histoire derrière les chevaux de calèche n'a pas toujours été plaisante. Dans les années précédentes, les chevaux utilisés pour tirer ces calèches étaient souvent mal soignés. Beaucoup étaient mal nourris et déshydratés, avec des signes visibles de négligence. Certains de ces animaux avaient aussi l'air douloureusement maigres et souffraient évidemment de blessures de harnais non traitées. En fait, certains chevaux montraient des signes de boiterie, rendant évident qu'ils avaient été trop sollicités pendant trop longtemps sans soins médicaux appropriés. Mais l'administration locale a fait des lois qui protègent la sécurité et le bien-être de ces animaux résilients. Et bien qu'ils ne soient pas aussi communs qu'ils l'étaient, ils feront toujours partie de la culture du peuple marocain. Certaines images montrent des calèches tirées par des lions en Afrique, mais leur authenticité reste incertaine. Des témoignages affirment que ce moyen de transport aurait existé et serait encore utilisé. Peut-on réellement dresser des lions pour une telle tâche? Si ces pratiques sont vraies, sont-elles éthiques? Dites-le nous en commentaire.